Bonsoir tout le monde. Bienvenue encore une fois sur le balado du Dr. Kin. Alors, ce soir, je ne m'attends pas à avoir une grande foule parce que on va parler de science et c'est définitivement pas quelque chose qui accroche. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'on soit nombreux, je m'attends à ce que ça soit assez intime et particulier. Euh, c'est symbolique ou représentatif d'une problématique qu'on observe plus particulièrement dans le milieu du fitness, du conditionnement physique, de l'entraînement. Il y a un engouement pour les hot topics, les sujets intéressants. Si j'avais parlé de fessiers ou d'abdos, il y aurait eu probablement 20 fois plus de personnes qui auraient écouté le balado. Mais là, parce que je parle de science, on dirait que c'est un peu un turn-off. Les gens se disent « Oh mon Dieu, ça va être ennuyant, ça va être endormant. » Puis ça se peut que ça le soit, mais c'est comme un peu un passage obligé. Il faut être en mesure de comprendre un minimum d'infos à partir de la science pour être capable de comprendre c'est quoi la réalité du conditionnement physique, du fitness, de la nutrition sportive. Tout ça, ça prend une base scientifique que parfois certaines personnes ont l'impression qu'elles l'ont. Puis d'autres fois, les gens sont complètement dans le champ par rapport à ça et ça mène à parfois des histoires d'horreur. Je ne veux pas prétendre être un spécialiste de la recherche. Je n'ai pas 200 publications scientifiques à mon actif. J'ai pas de post-doctorat. Je cumule pas les post-doctorats. J'ai juste une maîtrise puis j'ai juste un doc. Fait que j'ai fait un peu de recherche. J'en ai fait assez pour savoir que c'est facile de se tromper puis savoir que c'est pas facile de faire les bonnes choses puis de comprendre les bonnes choses. Et je ne veux pas dire que j'ai toutes fait les erreurs, là, mais et que j'ai fait des erreurs en recherche ou en lisant des articles scientifiques, ça va de comprendre un article qui n'a pas de sens à comprendre le contraire de la conclusion. En tout cas, bref, c'est facile de se tromper, c'est facile de partir dans une mauvaise direction lorsqu'on parle de science, surtout lorsqu'il est question de nutrition, de physiologie, c'est super difficile. Puis, je vous dirais, en partant, un des problèmes qu'on a, c'est tout ce qui est en lien avec la communication de la science. Comment on va communiquer les informations. Avec les réseaux sociaux, puis bon, les réseaux sociaux ont le dos large, là, on les blâme souvent, mais la diffusion des informations, ça se fait pas de façon optimale pour favoriser la compréhension des choses ou encore favoriser l'approfondissement des connaissances. Le terme populaire en anglais, c'est clickbait. Donc, à défaut d'avoir une meilleure traduction, là, on veut vraiment avoir un titre accrocheur pour que les gens cliquent dessus et aillent voir plus loin. Puis, bien des sites, la réalité, c'est que plus il y a des gens qui viennent visiter, plus ils sont exposés à des pubs et ça rapporte de l'argent. Alors, on veut vraiment avoir des titres accrocheurs. C'est la même chose avec un balado, c'est la même chose avec des articles de blog. C'est ça, il faut avoir un minimum. Et étrangement, dans la communauté scientifique aussi, on cherche à avoir des titres accrocheurs. Alors, je vous invite à poser des questions là, sur le chat, à commenter, donc n'hésitez pas. Et je vais commencer vraiment en abordant le thème de la communication scientifique. Donc, comme je le mentionnais, les réseaux sociaux, c'est plus favorable au clickbait qu'à approfondir une information. Il faut absolument accrocher notre lecteur, l'auditoire le plus rapidement possible et l'amener quelque part. Ce quelque part-là n'est pas vers la connaissance, mais vers un lieu où il est exposé à de la vente. C'est presque toujours ça la réalité. Alors, quand ça va faire en sorte qu'on va chercher à avoir des éléments très accrocheurs et simples à comprendre. Donc, il faut que ça soit sexy et il faut que ça soit facile à comprendre pour la grande majorité des gens. Donc ça nous mène à une première problématique qui est la sursimplification de choses extrêmement complexes et le sensationnalisme. Donc, un exemple de ça, il y avait une étude il y a quelques années qui avait été publiée
qui disait boire un verre de vin rouge, c'est l'équivalent de faire 1 heure d'entraînement au gym. Donc là, les gens disent waouh, hey, moi, écoute, je vais couper 1 heure d'entraînement au gym, puis je vais boire du vin rouge, puis hey, un verre, m'en prendre 4, il n'y a pas de problème. Fait que là, tu te dis, ben, qu'est-ce que c'est ça? Fait que tu t'en vas lire l'article qui est vulgarisé, qui parle d'un article scientifique, d'une étude qui a été publiée, et ils disent, ben c'est ça, les chercheurs ont démontré que la consommation d'un verre de vin rouge, ça améliorait les performances physiques. Donc, tu n'avais pas nécessairement besoin de t'entraîner autant si tu buvais du vin rouge. Ça s'arrête là. Fait que, c'est un petit article bien simple, bien sexy. Tu te dis, waouh, c'est intéressant. Quand tu vas voir la référence, donc l'article scientifique à partir duquel l'article sur Internet a été créé, ben, tu te rends compte que, c'est pas du vin rouge dont on parle, mais d'un composé qui est présent, entre autres choses, dans le vin rouge, qu'on a donné à des gens, et des gens qui étaient déjà très actifs physiquement, et on a observé une amélioration des performances. Donc, les gens, ils n'ont pas réduit leur entraînement, ils ont continué à s'entraîner. On a supplémenté avec un produit, du resveratrol, et on a observé, dans cette étude-là, sur une quinzaine de participants, qu'il y avait une amélioration de certains paramètres de la condition physique. Ça n'a rien à voir avec boire du vin rouge, ça n'a rien à voir avec remplacer 1 heure d'entraînement par la consommation de vin rouge. Donc ça, on a vraiment sursimplifié, on a rendu ça sexy, mais dans le fond, on a complètement dénaturé le projet de recherche et ses conclusions. Fait que les gens qui ne vont pas voir la référence, qui ne vont pas voir la source initiale, ben, ils partent avec l'idée que le vin rouge, ben, ça va améliorer ton cardio, puis c'est numéro 1, puis je peux en boire. Alors que ben, ce n'est pas du tout ça que l'article a démontré. Donc ça, c'est un bel exemple de sursimplification puis de sensationnalisme. Et ça, c'est fréquent. Puis, ben, on n'a pas le réflexe d'aller voir la source. On n'a pas le réflexe d'aller plus loin. Et ça, quand elle est présentée. Combien de fois, puis ça me fâche parce que, par exemple, dans la Presse Plus, ils vont des fois parler d'articles scientifiques. Ils vont dire dans une étude publiée dans Nature, dans The Lancet. Donc, ils vont dire dans quelle revue ça a été publié. Les chercheurs ont observé telle affaire, démontré telle chose. Super intéressant. Mais l'article n'est pas en référence. Fait il faut que tu ailles fouiller sur le site de The Lancet ou Nature, puis tu ailles chercher avec des mots-clés, essayer de trouver l'article en question. La plupart du temps, tu abandonnes, tu ne te rends pas là. Alors, l'article n'est pas clairement mis en référence, donc tu ne peux pas aller le voir, tu ne peux pas aller lire un minimum d'infos pour dire c'est tout ça. Et ça mène à un problème qui est, moi, ça m'insulte un petit peu parce que, dans le fond, je me fais dire quoi penser. Il y a quelqu'un qui est allé lire un article, les résultats d'une étude, qui les a analysés, qui les a compris, puis qui vient me dire c'est quoi ces résultats-là avec ses yeux, sa compréhension, et il me dit c'est ça que ça disait. Mais moi, c'est peut-être pas la même chose que je vais lire. Je comprendrai peut-être pas la même affaire, je vais peut-être voir d'autres subtilités, je vais peut-être identifier des lacunes dans cet article-là qui vont faire que c'est peut-être pas correct ces conclusions-là. Donc, on fait du pré-mâché, du pré-digéré qu'on transmet aux gens. Puis déjà là, c'est problématique. Donc, la sursimplification, ben, comme le nom le dit, on simplifie, donc on met des choses de côté et il y a quelqu'un qui arbitrairement décide d'épurer l'information et d'avoir juste un minimum d'infos qu'il lui ou elle trouve pertinent, puis il nous transmet. Fait que ça peut être problématique. Autre chose, c'est que la plupart du temps, les journalistes, il y en a très peu qui ont une formation scientifique solide et rigoureuse. Ils ont une formation en journalisme solide et rigoureuse, mais la science, l'épistémiologie, c'est pas la même chose, donc c'est un peu plus difficile à comprendre. Alors, faut vraiment faire attention, là, la personne qui écrit l'article de seconde main, ben, notre compréhension de l'article initial repose sur sa compréhension, puis son choix d'informations qu'il nous divulgue. Fait que ça, c'est un problème. Une autre chose qui est problématique dans la diffusion des informations, puis la communication des informations dans le milieu du fitness, c'est que c'est flagrant vraiment, là, entre autres au niveau de la nutrition, des suppléments, etc. Les gens vont confondre une corrélation avec un lien ou une relation de cause à effet. Alors, je m'explique. La corrélation, ben, on va observer un changement. Dans quel sens ça change? Et on va observer s'il y a plusieurs variables qui vont dans la même direction.
Si toutes les variables ou les variables qu'on observe vont dans la même direction, on se dit, ah, tout le monde s'en va à la même place, il doit y avoir quelque chose d'intéressant à cette place-là. Il y a une corrélation qui est forte. Ça ne veut pas dire que tout le monde, je vous donne un exemple, quand il y a un match de hockey au Centre Bell, c'est pas tout le monde qui se rend au centre-ville qui va voir le match de hockey des Canadiens. Il y en a qui vont au centre-ville pour aller prendre une marche, il y en a qui vont aller prendre une bière, il y en a qui... Bon, il y a plein de raisons différentes pourquoi les gens vont au centre-ville, qui n'est pas nécessairement aller assister à un match des Canadiens. Alors, si on regarde l'afflux du transport en commun, on va se dire, ah, ben, il y a une corrélation très forte entre l'afflux au centre-ville puis les matchs du Canadien. Donc, tous les gens qui vont au centre-ville, c'est pour aller voir les Canadiens. Attends, là, c'est pas la même chose. Puis, un exemple en recherche d'une erreur qui a été faite là-dessus, on a observé que les personnes obèses consommaient beaucoup plus de liqueurs diète. Alors, on a conclu, à tort, que les liqueurs diète, ça faisait engraisser. Pourquoi? Les personnes qui sont obèses en boivent beaucoup, donc il y a une forte corrélation, alors c'est une cause de l'obésité. Puis là, on s'est rendu compte, en fouillant un peu plus, que il y a plusieurs personnes obèses qui décidaient de changer leur consommation, par exemple, de liqueurs régulières pour des liqueurs diète. Et qui, dans un but de perdre du poids, et effectivement, ces personnes-là arrivaient à perdre du poids, mais ils étaient toujours obèses. Alors, dans l'étude, on prenait le poids de la personne, sa grandeur, on déterminait l'IMC, fait qu'on avait une idée du statut pondéral. On regardait la consommation de liqueurs, c'était majoritairement de liqueurs diète. Donc, on s'est dit, regardez, quand les gens ont un IMC supérieur à 30, ils ont une forte consommation de liqueurs diète, donc la liqueur diète fait engraisser. Non, c'est même l'effet contraire. Les gens qui prenaient la liqueur diète, ils étaient dans un processus de perte de poids, leur poids diminuait, bien qu'ils étaient toujours obèses, leur poids diminuait. Alors la corrélation, c'est utile pour avoir une idée de où est-ce que ça s'en va. Ça donne une idée primaire de est-ce qu'il y a possiblement une relation entre mes variables que j'observe. Moi, je peux vous dire que, puis je vais balancer n'importe quoi, la consommation de caféine, c'est ça qui fait qu'on a plus de gens qui souffrent d'autisme. Je suis convaincu de ça parce que quand je regarde les chiffres, depuis les 30 dernières années, il y a une augmentation de la consommation de caféine, il y a une augmentation de l'exportation de caféine et il y a une augmentation des cas d'autisme. Donc, c'est clair, le fait de consommer du café, c'est directement relié, ça cause l'autisme, il faut bannir le café. OK, ça se peut. Peut-être, mais la prochaine étape, c'est qu'il faut que j'aille voir, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Je ne peux pas uniquement conclure par une observation que deux variables vont dans le même sens, qu'elles sont reliées. OK? Donc ça, c'est super important parce que sinon, je pourrais vous dire que le vieillissement, c'est ce qui cause toutes les maladies. La preuve, plus les gens vieillissent, plus ils ont des maladies. Donc, c'est parce qu'ils vieillissent qu'ils ont des maladies. Pas nécessairement. Ça se peut qu'il y ait des maladies qui soient causées par le vieillissement, puis ça se peut qu'il y ait d'autres maladies que ça ne soit pas du tout en lien avec le vieillissement, mais on vieillit tout le monde pareil. Donc, vous voyez que la corrélation, c'est intéressant, mais c'est très préliminaire. C'est une première étape. Il faut aller plus loin que ça après. Donc, on ne devrait pas publier des résultats, entre guillemets, définitifs, uniquement basés sur des corrélations, mais ça devrait être un peu un appetizer. Donc, c'est vraiment là, un amuse-gueule en recherche. On a une corrélation, c'est intéressant. On va mettre en place un projet de recherche pour aller voir si effectivement il y a un lien de cause à effet. Et ça va tellement loin, je nommerai pas de nom, là, mais ça va tellement loin que moi, je connais des chercheurs qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ramassaient plein de données avec un projet de recherche, puis après ça, ils mettaient tout ça dans le logiciel statistique. Et il demandait au logiciel statistique de mettre toutes les variables en relation, voir s'il y avait une corrélation. Il y avait 60 variables, il mettait tout ça dans le logiciel il roule, puis il dit, tiens, il y a une corrélation entre le signe astrologique puis la force musculaire. Ah, cool, parfait, on va publier quelque chose là-dessus. Et ça, c'est un petit peu un crime en recherche, on appelle ça en anglais du data fishing.
C'est-à-dire que tu ne pars pas avec une question de recherche. Tu ne te dis pas, moi je pense que le signe astrologique, il y a un lien avec la force. Moi je pense que, écoute, les taureaux, ils vont être plus forts que les poissons. Parce qu'un signe taureau, c'est fort, puis un poisson, ben, c'est plus smooth. Donc, je pars avec cette hypothèse-là, je vais aller la valider. Donc, ça, c'est tout à fait correct. Ça se peut que ça paraisse farfelu, mais c'est correct de se poser la question. On a un simili-raisonnement, puis on va aller le valider. À l'inverse de faire du data fishing, c'est que là, tu peux avoir le risque d'avoir des fausses corrélations. Donc, des variables qui ne sont pas du tout reliées, mais qui s'en allent dans la même direction. Il y a quelqu'un qui allait faire son épicerie au centre-ville, puis il y a quelqu'un qui allait voir le match de hockey au centre-ville, puis toi, tu conclus que les deux s'en allaient faire la même chose au centre-ville. C'est pas parce qu'ils s'en vont au même endroit, centre-ville, qu'ils vont faire exactement la même chose. Alors, c'était problématique. Puis le data fishing, moi, j'ai pas beaucoup de pitié pour ça, puis j'ai pas beaucoup de respect pour les chercheurs qui vont faire ça, parce que je trouve que ça empêche de réfléchir, ça nous force, dans le fond, à contempler des données, puis à dire, ben ça, il doit y avoir une relation parce qu'il y a une corrélation, on va le justifier après. Ça ne fait pas de la science solide. Et ça, quand un article scientifique est publié, on ne sait pas si c'est parti d'une hypothèse ou si c'est parti d'une soirée de pêche de données, où est-ce que les gens ont vu qu'il y avait une corrélation entre X et Y, puis ils se sont dit, OK, là, on va faire notre hypothèse, puis là, on va la justifier avec un projet. C'est pas ça. Donc, ça aussi, je dirais pas que c'est criminel, mais en recherche, ça vole pas haut quand tu as du monde qui font du data fishing. Et croyez-moi, il y a pas mal plus de gens, d'étudiants en maîtrise et au doctorat qui sont tentés par le data fishing. Puis je vais m'inclure là-dedans. Là, c'est trippant de faire des corrélations à outrance puis de voir tout ce qui peut sortir. C'est comme wow, là, j'aurais jamais pensé qu'il y a une relation entre ça et ça. Il n'y en a peut-être pas, là. C'est pas parce que mathématiquement il y a quelque chose que systématiquement c'est cause à effet. Et c'est beaucoup plus facile de sortir des corrélations avec des données que de déterminer un lien de cause à effet. Donc, ce n'est pas les mêmes tests statistiques, c'est un peu plus difficile, puis souvent, la façon dont l'étude est construite va faire en sorte qu'on peut déterminer un lien de cause à effet ou on ne peut pas. Donc, quand on lit un article, puis que c'est juste des corrélations, on ne peut pas conclure que le fait de consommer des bananes améliore la santé parce que on remarque que en Amérique latine, l'augmentation de consommation de bananes, c'est associé à une augmentation sur la longévité. Écoute, ça se peut, mais là, il faut fouiller qu'est-ce qui, dans la banane, pourrait faire en sorte que ça prolonge l'espérance de vie. Est-ce que c'est parce que les gens qui sont capables de se payer des bananes, ils ont un salaire plus élevé, ils vivent dans d'autres quartiers, ils ont accès à des soins de santé, etc. Donc, ça vient que c'est rien en lien direct avec la banane. Si moi, je consomme une banane, puis que je suis pauvre et que je vis dans un quartier défavorisé, mon espérance de vie ne se verra pas prolongée. Okay? Donc, j'espère que vous voyez un peu la distinction entre corrélation et lien cause à effet. Et malheureusement, dans le milieu du fitness, dans les articles qui sont souvent publiés sur Internet, il y a beaucoup d'articles qui sont uniquement basés sur des corrélations, des associations, et qui vont conclure à outrance que c'est sûr que c'est un lien de cause à effet, alors que c'est pas ça que ça démontre. L'autre chose qui est assez fréquente, et ça c'est la nature humaine, c'est assez tentant de faire ça, c'est ce qu'on appelle du cherry picking. Le cherry picking, c'est quoi? C'est on va faire une sélection très pointilleuse, très sélective d'articles qui vont dans le même sens que nous, ce qu'on croit, ce qu'on pense. Je vous donne un exemple. Mon projet de doctorat, on mesurait l'impact de l'entraînement en musculation, plus particulièrement de l'entraînement en force et en hypertrophie, sur la perte de poids en présence d'une restriction calorique. Donc, on avait un groupe contrôle qui faisait juste la restriction calorique, puis on avait un groupe qui faisait restriction calorique, puis entraînement en force, puis en hypertrophie. Donc, on regardait ça, puis moi, pendant que je faisais mon doc, je cherchais tous les articles qui associaient positivement la force, puis l'entraînement en musculation avec une perte de poids plus importante. Donc, je regardais ça, puis c'est ceux-là que je voulais voir, puis je les lisais, puis je me disais, ça y est, j'ai raison. Puis ça, c'est une erreur. J'aurais dû chercher autant les articles qui disent que oui, ça marche, que les articles qui disent non, ça ne marche pas.
Et j'aurais dû beaucoup plus regarder ceux qui mentionnent pourquoi ça ne marche pas, puis essayer de voir, de comprendre, puis de faire un tout avec tout ça. Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, puis on le voit quand il y a des arguments, encore aujourd'hui, récemment, il y avait une polémique sur le port du masque, puis ben là, tu as des gens qui vont présenter une série d'articles qui supportent ce qu'ils disent, en disant, ben voici pourquoi là, le port du masque, c'est bon, ou voici pourquoi le port du masque, c'est pas bon. Regarde les articles que j'ai trouvés. OK, mais est-ce que tu as trouvé des articles qui mentionnaient le contraire? Puis est-ce que tu les as lus? Là, tu viens de perdre une grande partie des gens qui ont dit, ben non, c'est sûr que les articles qui disent le contraire sont mal faits, sont pas bons. On vient vraiment les mettre de côté, les discarter rapidement. Et ça aussi, c'est problématique parce que ça ne nous permet pas d'avoir une vision globale. Puis en recherche, c'est pas qui a tort, qui a raison. Et c'est ça qu'on a tendance à pervertir lorsqu'on va lire quelque chose. On va chercher à ce que ça soit blanc ou noir. C'est vrai ou c'est pas vrai. Puis la science, ça ne nous permet pas de conclure comme ça. Alors le cherry picking, tout ce que ça fait, c'est que les gens vont se réconforter en disant j'ai raison, regarde, j'ai 40 articles qui disent la même chose, mais est-ce qu'il y en a 70 qui disent le contraire? Puis toi, tu les mets de côté systématiquement. Donc, toujours important d'essayer d'aller voir de l'autre côté, puis pourquoi ça dit le contraire. Est-ce qu'effectivement, ça ne fait pas de sens, ou il y a des erreurs méthodologiques, ou non, hey, c'est pas fou, qu'est-ce qu'ils disent, ça se pourrait. Puis il faut garder en tête que la science, les études, ça ne produit jamais des certitudes. Jamais, jamais, jamais. Donc, si je résume la première partie au niveau de la communication, on va avoir la sursimplification, le sensationnalisme. Ça, c'est vraiment un gros dilemme. Là. Puis l'exemple de ça, là, ben, le balado de ce soir, c'est clair que, je répète, il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont l'écouter parce que ben, c'est pas accrocheur, c'est pas quelque chose qui intéresse personne. Ça ne parlera pas de perte de poids, de gain de masse musculaire, de récupération. Fait qu'on s'en fout. Ouais, mais pour comprendre la perte de poids, pour comprendre la gain de masse musculaire, pour comprendre la récupération, pour comprendre ça, puis si, ben, il faut comprendre comment la science fonctionne. Et comme c'est drabe, comme c'est pas intéressant, puis ça fait peur au monde, ben, les gens, malheureusement, vont gober la sursimplification puis le sensationnalisme. Donc ça, c'est dommage. L'autre chose, ensuite, l'autre point, ben, on va confondre corrélation avec un lien de cause à effet. Donc, ça, c'est un autre élément qui est différent. Puis, on va chercher à confirmer ce qu'on pense en trouvant uniquement des articles qui vont dans le même sens que nous. Puis, on va avoir peur de l'opposition. On va avoir peur de lire le contraire. Puis, on va même se mettre des œillères souvent pour ne pas lire le contraire. Moi, je me souviens quand je faisais la revue de littérature pour mon projet de doc, chaque fois que je voyais un article qui disait le contraire, qui disait il n'y a pas de relation, par exemple, entre la dépense énergétique associée à l'activité physique puis l'entraînement en musculation. Là, je capotais. Et j'avais même pas lu l'article, là, puis je disais, il doit pas être bon. Ça se peut pas. Puis honnêtement, j'avais de la misère à aller le lire. Puis dès que je voyais un article qui disait la même affaire que ce que je pensais, je sautais dessus, je le téléchargeais. C'est à peine si je ne l'encadrais pas, puis je ne le faisais pas laminer. Fait qu'on a tous un penchant pour ça. Et c'est très difficile de se détacher de ça puis de dire, moi, je veux comprendre l'autre point de vue aussi parce que ma job, pour bien comprendre la situation, c'est de voir les pour et les contre, puis ensuite de ça, me faire une tête là-dessus. Quand on parle de lecture de la science, puis souvent quand les gens vont parler des articles scientifiques, ah oui, il y a des articles scientifiques qui supportent ça, puis c'est assez fantastique de voir la posture que les gens vont prendre face aux articles scientifiques, aux publications scientifiques. Il y en a qui vont ne jurer que par les publications scientifiques. C'est super important, on ne jure que par ça. Puis il y en a d'autres qui vont complètement les dénigrer en disant ah ben, la recherche, tu peux faire, il y a un article qui dit vrai, l'autre qui dit faux. On n'a jamais moyen de conclure n'importe quoi. Ça sert à rien. De toute façon, la recherche, c'est juste de la théorie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans la vraie vie sur le terrain. Il y a juste ça qui est vrai. Ben, il y a comme une gradation dans la qualité de la recherche scientifique ou des publications scientifiques. Et c'est assez important. Tout a un poids, tout a une valeur. Ce que Joe Jambon observe dans son gym avec un client, il observe quelque chose. Si Joe Jambon décide d'enlever la croûte sur le pain blanc puis donner juste la mie à son client, puis le client fait ça, puis il triple sa force musculaire, bien, ça a une valeur, ça. On ne peut pas dire que ça n'existe pas.
Il a fait quelque chose, il semble y avoir un effet, donc c'est intéressant, ça a un certain poids dans la discussion. Donc ça, c'est ce qu'on parle, lorsqu'on parlait de choses comme ça, c'est des anecdotes, c'est de la tradition, c'est de l'expérience de terrain, de l'expérience clinique. Donc ça a une valeur, mais c'est limité comme impact. Pourquoi c'est limité? Ben, c'est parce que c'est quelque chose qui se passe dans un contexte bien précis. Donc, est-ce que ça se reproduit à l'extérieur de ce contexte précis-là? On va parler à ce moment-là de validité externe. Je vous donne un exemple de ça. Moi, j'ai décidé d'enlever la croûte sur le pain blanc et j'ai donné ça à un joueur de hockey pendant qu'il s'entraînait. Et ben, c'est clair, là, ça a donné des résultats assez incroyables. Ce joueur de hockey-là, il s'appelait Sidney Crosby. Écoute, là, il est rendu une méga star. Donc, moi, je pense que tous les joueurs de hockey devraient manger juste la mie du pain et non pas la croûte. Mais attends, là. Est-ce que ce que tu as fait avec ton individu, ça peut se reproduire sur d'autres? Puis est-ce que c'est vraiment ça, ton intervention, qui a fait en sorte que cette personne-là s'est rendue où est-ce que c'est rendu? On ne peut pas répondre à ces questions-là. Et j'ai eu beaucoup, moi, d'arguments avec des gens de terrain. Quand j'avais de la formation des entraîneurs, puis là, on arrivait sur le terrain, puis je me faisais toujours dire « Ouais, mais laisse tes livres de côté, ici, c'est la vraie affaire. » Ben non, c'est pas plus la vraie affaire sur le terrain que dans un livre, c'est tout pareil, ça vient tout de la même chose, c'est juste que c'est une façon de traiter l'information qui est différente. Donc quand j'ai des anecdotes, quand j'ai quelque chose de la tradition, je prends l'exemple en bodybuilding, presque tout le monde s'entraîne selon une approche traditionnelle. Cette tradition veut dire, ben, ce que quelqu'un d'autre faisait, j'observe que ça a marché pour cette personne-là, donc moi, je vais le faire. Donc, moi, je vais faire ça. Si ça a marché pour cette personne-là, ben, c'est que ça va marcher pour moi aussi. Et on a beaucoup ça en entraînement. Tu sais, le classique, à un moment donné, moi, je ne suis pas des plus costauds. Puis, dans mon jeune temps, quand j'étais entraîneur dans un gym sur le terrain comme tel, étant donné que je n'étais pas super costaud, dans la section des poids libres, il n'y a pas grand monde qui venait me voir pour me dire « Hey, pourrais-tu me faire un programme d'entraînement? » Puis encore pire, c'est que dans le temps, c'était gratuit, le programme d'entraînement. On faisait ça à tonnes. Et là, à un moment donné, je suis allé m'entraîner avec deux chums, puis ben, moi, ça donne que j'étais fort des jambes. Puis on fait un concours de squat. Puis les deux gars, c'est deux colosses, puis moi, ben, je suis le petit maigrichon à côté, puis on s'entraîne avec les mêmes poids. Puis on squatte pas mal pesant, assez pesant pour que la barre appuie, tu sais. Mais le lendemain, j'avais des gens qui venaient me voir, puis qui me disaient « J'aimerais ça que tu m'entraînes. » Fait que moi, je suis là, pas de problème, mais juste les jambes. Parce que sur le bench, je ne m'étais pas pesant. Donc, forcément, je ne suis pas bon. Fait que les gens cherchaient à savoir, ben, s'il est fort des jambes, il doit faire des bons programmes de jambes, donc je vais faire comme lui. Donc ça, c'est un peu une approche de tradition. Quand j'entraînais des athlètes en fitness, c'était la même chose. Presque tout le monde en fitness s'entraînait, ben, un tel, ces athlètes sortent super cotes, donc on va essayer de faire exactement qu'est-ce qu'ils font. Mais ça, tu as plein de problèmes avec ça, et c'est encore pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La problématique, c'est que, ben, c'est pas tout le monde que ce qu'ils disent qu'ils font, c'est réellement ce qu'ils font. Il y a bien du monde qui vont dire « Ah, moi, je fais ça, puis ça fonctionne », alors que c'est pas du tout ça qu'ils font. Il va y avoir, dans le milieu du fitness, malheureusement, c'était souvent le cas, des gens qui vont être dopés, qui vont dire « Ben moi, voici l'entraînement que je fais. » Moi, je regardais ces entraînements-là, je me dis « Écoute, il n'y a personne que j'entraîne qui va réussir à gagner de la masse musculaire puis à perdre du gras en faisant cet entraînement-là, c'est impossible. Ça se peut pas. Pourtant, ces gens-là gagnaient 3, 4, 5 kilos de masse musculaire. Puis je me dis, ben ça peut pas être avec cet entraînement-là. Alors ça, c'est un des problèmes lorsqu'on se base pour comprendre un phénomène uniquement sur des anecdotes ou sur la tradition. Donc, ça ne nous permet pas d'explorer et d'approfondir les choses. Puis, malheureusement, on peut facilement s'en aller dans la mauvaise direction. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de poids. C'est juste qu'il faut creuser un petit peu plus. Ensuite, une coche de plus, bien, on a des études dites observationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va collecter des données sur un échantillon, donc un groupe de gens, et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. On va essayer de faire des relations entre les différentes données qu'on ramasse, puis on va, après ça, essayer de tirer des conclusions.
Alors, un exemple de ça, ben, si je prends l'exemple du fitness, ben, je vais prendre 25 athlètes en fitness. Je vais regarder l'entraînement que ces athlètes-là font, la nutrition que ces athlètes-là ont, puis ben, je vais regarder qui progresse le plus, puis essayer de voir s'il y a des distinctions, s'il y a des points communs qui font en sorte que ça progresse plus ou moins. Alors ça, c'est déjà là, c'est une étape de plus. Donc, ça nous permet d'avoir une meilleure idée de ce qui se passe, principalement parce que ben, on a plus de gens et on fait une collecte de données un petit peu plus systématique. Ça, pour les gens qui entraînent d'autres personnes ou qui interviennent, par exemple, je pense à des nutritionnistes ou à des kinésiologues qui vont intervenir avec des patients, des clients, ça devient super intéressant de collecter des données comme ça parce qu'on peut observer des tendances. Moi, je suis un peu freak pour ça. Ben, moi, je vais collecter une grande quantité de données et ça me permet ensuite de ça ben, de voir des tendances qui ressortent et ensuite de ça, de structurer mon intervention. Donc, je ne me base pas uniquement sur Ah, qu'est-ce qui est arrivé à une telle? Quand j'y ai fait faire tel entraînement, sa VO2 elle a augmenté de 15%. Donc, je vais faire cet entraînement-là à tout le monde systématiquement. Puis là, tu réalises que ben, il y a juste pour elle que ça a marché, puis les autres, ça ne marche pas du tout. Alors, si on prend tout le monde, puis là, on regarde, puis là, on a plusieurs données, plusieurs informations, on peut dire que, mais tel entraînement, ça marche bien chez les plus jeunes. Mais je me rends compte que dès que les gens passent 35 ans, ça ne marche plus. Donc ça, c'est de l'information qui devient super intéressante. Donc ça se base sur des données qu'on va collecter de façon observationnelle. Donc dans les articles scientifiques, quand c'est des études observationnelles, bien, ça aussi, ça a un certain poids qui est un peu plus intéressant, un peu plus robuste, un peu plus solide que ce qui est anecdotique ou des études de cas ou l'expérience clinique. Ensuite de ça, on a des essais randomisés. Donc ça, on va vraiment essayer de déterminer un lien de cause à effet. Donc les essais randomisés, c'est beaucoup plus robuste, mais beaucoup plus difficile à faire parce que ça prend plus de gens, il faut planifier un petit peu plus nos trucs, s'assurer qu'on fait ça convenablement. Puis d'habitude, les essais randomisés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir deux groupes. On va avoir ce qu'on appelle un groupe contrôle, puis un groupe où on observe l'intervention. Alors, exemple, je veux savoir si l'entraînement en musculation, c'est efficace pour augmenter la masse musculaire. OK. Donc, je vais avoir un groupe contrôle qui ne fera rien pendant 12 semaines. Je vais mesurer sa composition corporelle, sa force, plein d'affaires au début de l'intervention puis à la fin. Je vais avoir un autre groupe qui, lui, va faire un entraînement en musculation, certains paramètres, 5 fois semaine, 45 minutes à chaque fois, peu importe. Je vais mesurer exactement la même chose que pour mon groupe contrôle, aussi au début, puis aussi à la fin. Puis là, je vais regarder ce qui s'est passé. Si je remarque que mon groupe en musculation a gagné 2 kg de masse musculaire sur 12 semaines, puis mon groupe contrôle a gagné 0 ou même a perdu 2 kg de masse musculaire en moyenne, mais là, je peux pas mal plus avoir une idée que, je pense que c'est l'entraînement en musculation. Parce que le groupe contrôle, c'était la même période de temps, ils vivent à peu près les mêmes expériences, c'est juste qu'eux autres, ils ne se sont pas entraînés, puis l'autre groupe s'est entraîné, l'autre groupe a gagné du muscle, puis mon groupe contrôle en a perdu. Fait que là, c'est un peu plus puissant, un peu plus robuste pour déterminer qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est pour ça qu'on veut beaucoup en recherche essayer d'avoir des essais cliniques randomisés pour être en mesure de mieux cibler la différence ou l'effet de l'intervention. Mais encore là, c'est pas parfait. Puis il faut être en mesure de bien contrôler les choses. Si j'ai 10 personnes dans un groupe puis 10 personnes dans l'autre groupe, ça n'a pas le même poids que si j'ai 1000 personnes dans un groupe et 1000 personnes dans l'autre groupe. Ça se peut que, par un hasard incroyable, dans mon groupe contrôle, j'ai pris 10 personnes qui vont passer devant un gym, vont regarder des dumbbells puis vont gagner 2 kilos de muscle. Fait que, mettons que c'est ça, par un hasard épouvantable, ben je vais arriver, je vais faire mon étude, je vais regarder l'effet de l'entraînement en musculation. Mon groupe qui fait de la muscu va gagner 2 kilos. Mon groupe contrôle, mon Dieu, ils ont gagné 3 kilos. Fait que je vais conclure que l'entraînement en musculation, ben ça change strictement rien pour le gain en masse musculaire parce que mon groupe contrôle qui ne s'entraînait pas, il a gagné plus de muscles que mon groupe qui s'entraînait. Fait que là, qu'est-ce qui devient intéressant dans ces situations-là, c'est de dire, OK, c'est-tu une exception, mon projet de recherche? J'ai-tu été badlocké? Ils ont-tu mis de quoi dans l'eau pendant cette semaine-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Peu importe.
Fait que c'est là qu'on va regarder, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont eu la même chose? Et ça nous mène à l'autre niveau de robustesse en matière de recherche, c'est-à-dire c'est les revues de la littérature systématique, les méta-analyses. Ça, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un, je pourrais dire qu'il y a trop de temps libre. Ben, c'est quelqu'un qui se dit, moi, recruter des sujets, faire un projet de recherche, là, ça me tente pas, c'est du trouble. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que j'aime bien être devant mon ordinateur puis trouver des articles. Fait que c'est quelqu'un qui s'assoit devant son ordinateur puis qui va fouiller tous les articles scientifiques, il va essayer de sortir tous les essais randomisés sur l'entraînement en musculation puis le gain de masse musculaire. Puis là, il va en trouver 4000 articles. Puis là, il va faire le tri. Il va dire, moi, je vais prendre les meilleurs articles. Fait que je vais mettre des critères très, très stricts. Fait que des 4000 articles, là, il en reste 60. Fait que là, les 60, là, c'est vraiment des articles super bien faits. Le projet de recherche était solide. Il y avait beaucoup de participants. Tout était beau. Et là, on va regarder. Bon, l'étude 1, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? L'étude 2, l'étude 3, l'étude... Puis on fait ça pour les 60. Et on peut faire des tests statistiques. Et ça va nous donner une idée. Effectivement, l'entraînement en musculation, ça permet de gagner de la masse musculaire plus que si tu n'en fais pas. Pourquoi? Ben voici, tel auteur a trouvé ça, tel auteur a trouvé ça. Puis l'ampleur du changement, c'est de tant de kilos. Alors ça nous donne vraiment un meilleur portrait. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça utilise, en anglais, ils disent le weight of evidence. Ça, dans le fond, c'est le poids de l'évidence scientifique. Il y a combien de personnes qui ont trouvé ça? Il y a combien d'études qui ont démontré ça versus combien d'études qui ont démontré le contraire? Et c'est là qu'on peut arriver à avoir une meilleure idée d'un phénomène, si c'est réel ou si ça n'arrive pas. C'est une exception. Donc, quand, je reviens au début, on fait du cherry picking, bien, ça se peut qu'on tombe sur un article scientifique qui a dit telle affaire, mais c'est les seuls qui ont trouvé ça, ça n'a jamais été reproduit. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, je pense que c'était dans les années 80. Moi, je me souviens, j'étais jeune, j'avais vu ça. Il y avait eu une annonce assez extraordinaire à la télé. Puis je pense même qu'il y avait eu une émission spéciale là-dessus. Deux chercheurs de je ne sais plus trop où qui avaient réussi à faire la fusion à froid. Donc, c'était la révolution en termes énergétiques. Là, ça ne s'était jamais fait. Ça changeait. Là. Écoute, toute la donne. On n'avait plus de problème d'énergie sur la planète. On oubliait le pétrole. Tout est réglé. Là. Mais malheureusement, ces deux chercheurs-là, ils l'ont fait supposément une seule fois et il n'y a jamais personne qui a été capable de reproduire ces résultats-là. Alors on s'est dit, ben écoute, peut-être qu'ils l'ont fait, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait, mais chose certaine, on n'est plus capable de le refaire. Donc, ça ne donne rien. Alors, c'est pour ça que quand on va trouver plusieurs études, bien là, on se rend compte qu'il y a des tendances où ça va couvrir des populations différentes. Il n'y aura pas nécessairement un billet de laboratoire. C'est 20 laboratoires dans 20 universités différentes, sur différents continents. Si tout le monde trouve la même chose, bien là, on peut commencer à croire que, ouais, effectivement, on tient peut-être quelque chose, là. Alors ça devient très, très important. Et la problématique qui sort de tout ça, c'est que la plupart du temps, sur les réseaux sociaux ou dans les médias, ce qui va arriver, c'est qu'on va chercher un article et on va conclure à partir de cet article-là. On ne cherchera pas à voir s'il y en a d'autres qui ont dit la même chose, s'il y a des gens qui ont conclu différemment et pourquoi. On va se faire une tête à partir d'une seule perspective, d'un seul contexte, d'une seule étude. Alors ça fait en sorte que on a beaucoup d'articles parfois qui vont sortir par la suite et qui vont contredire le premier. Et là, on va dire que la science, ça ne fonctionne pas. Alors qu'au contraire, c'est la beauté de la science, ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on comprend de la science, par contre, c'est ça qui est moins bon. Comment la méthode scientifique fonctionne, là, puis c'est là-dessus qu'on se base en recherche, c'est loin d'être une méthode parfaite, là, mais c'est pas mal ce qu'on a de mieux pour essayer d'arriver à des conclusions qui font du sens. Donc, la méthode scientifique, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on fait face à une problématique ou une question et on va mettre en place quelque chose pour essayer de répondre à cette question-là. Donc, moi, je pense que l'entraînement en musculation, ça fait gagner de la masse musculaire. Je pense que c'est ça. Donc, je vais formuler une hypothèse. Donc, l'entraînement en musculation fait gagner de la masse musculaire. C'est mon hypothèse. Et après ça, bien, je vais aller la valider ou l'invalider. Je vais soumettre des gens à un entraînement en musculation, puis je vais regarder si effectivement ils gagnent de la masse musculaire. Ce qui se passe avec la méthode scientifique,
c'est que c'est beaucoup plus facile de dire non, ça ne marche pas, que oui, ça marche. Parce que ça repose sur des probabilités. Donc, quand l'hypothèse est validée, ce qu'on se trouve à dire, c'est pas que ce phénomène-là existe tout le temps et que ça s'applique à tout le monde. Ça veut dire que à ce moment-ci, on a réussi à démontrer avec une probabilité assez importante que ça se peut. Ça se peut que le contraire arrive. Puis je vous donne encore un exemple, l'entraînement de musculation puis le gain de masse musculaire. Ça peut paraître évident, dire si tu entraînes la muscu, tu vas gagner du muscle. Mais dans les études, moi j'avais vu une publication avec 150 sujets sur l'hypertrophie musculaire. Puis là, tu regardes, puis effectivement, l'entraînement de musculation, ça permet de gagner en moyenne sur 12 semaines 2,5 kg de masse musculaire chez les hommes. Fait que, mettons, ça va donner ça les conclusions de l'article. Fait que là, tu pars, tu te dis, ah ben c'est ça. Fait que quand tu fais 12 semaines d'entraînement de musculation, tu vas gagner à peu près 2 kg, 2,5 kg de masse musculaire. Mais quand tu regardes les détails de l'étude, puis moi je me souviens, j'avais eu accès aux données brutes de l'étude, sur les 12 semaines, il y avait des gens qui avaient perdu de la masse musculaire. Mais ces gens-là, ils existent. Ils ont réellement perdu de la masse musculaire. Donc, ça ne veut pas dire que systématiquement, parce que tu t'entraînes en musculation, tu vas gagner 2,5 kg, parce que ça se peut, il y en a qui en ont perdu. Sauf que la probabilité que les gens en perdent est tellement faible qu'on se dit, ça ne devrait pas arriver souvent. La majorité du temps, ça devrait arriver que c'est un gain de masse musculaire. Mais ça se peut qu'il y ait des gens qui en perdent, même si l'article dit l'entraînement de musculation fait gagner de la masse musculaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec les conclusions, puis c'est beaucoup plus facile de démontrer que quelque chose ne fonctionne pas que quelque chose fonctionne. Donc, on va travailler avec de l'essai-erreur, avec la méthode scientifique, et ça, c'est assez frustrant, parce que les gens veulent avoir des réponses rapides. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Quand on entraîne des gens, ben, je fais tel entraînement, ça marche-tu, ça marche pas. C'est ça qu'on veut, c'est pas, ben, on va essayer quelque chose, si ça marche pas, on va essayer autre chose. Les gens aiment plus ou moins ça. Ça fait pas un ben vendeur là, quand on fait une publicité sur Internet de dire, moi je fonctionne par essai-erreur, on va essayer quelque chose, si ça marche pas, on va essayer d'autres choses. Il n'y a pas grand monde qui va essayer ton programme. Les gens vont essayer le programme qui marche à coup sûr, 100% garanti ou argent remis. C'est ça qui va être vendeur. Donc, comme on veut des certitudes, comme on veut des choses qui nous garantissent, qui nous réconfortent, ben, la notion le principe de méthode scientifique qui marche avec essai-erreur, c'est pas rassurant et c'est super frustrant, d'autant plus que ça ralentit le processus. Tu sais, c'est que ça renforce le processus d'apprentissage parce qu'on élimine progressivement des choses puis on se rapproche de plus en plus d'une certaine vérité. Mais ça prend du temps. Le plus bel exemple, c'est avec la COVID. On s'est garoché pour faire plein d'études, puis là, ben, il y a une étude qui sort, une autre étude qui sort, puis là, les gens disent des fois, ben, le gouvernement, il est lent pour bouger, là. Il y a telle étude qui est sortie qui a dit que le masque, c'était pas bon. Fait qu'il devrait bannir tout le masque. Oui, mais attends, c'est parce qu'il y a 4 autres études qui sortent qui disent, non, c'est pas tout à fait ça. Fait qu'il faut vraiment fonctionner, essai-erreur, accumuler une masse critique d'évidence scientifique pour ensuite prendre une décision plus éclairée. Fait que c'est frustrant, puis la science, ben c'est malheureusement une bébite qui bouge pas vite. C'est pas fait pour des réponses rapides, c'est pas fait pour des décisions spontanées, c'est vraiment un processus presque contemplatif et progressif. Donc c'est ça qui est fâchant, et ça va un peu à l'encontre de ce que les gens, la population, souhaitent avoir. On veut une réponse rapide, avec une certitude garantie. Puis la méthode scientifique, c'est un long processus qui ne te donnera pas une certitude, mais qui va te dire les probabilités sont que c'est ça qui va se passer. Puis c'est hyper frustrant. Des fois même, les données que vous allez avoir vont être à l'encontre de ce que vous croyez. Puis là, vous dites, shit, ben, j'ai fait mon projet de recherche, ça ne donne pas les conclusions que je veux. Ben, tu es pris avec ces données-là. Puis là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu recueilles d'autres données si tu veux aller un petit peu plus loin. Puis mon projet de doctorat, c'est le plus bel exemple. Moi, j'ai conclu dans mon article final de mon projet de doc des choses qui sont contraires à ce que j'étais certain qui fonctionnait. Tu sais, ça m'a fait mal, là, parce que moi, j'avais la certitude que l'entraînement de musculation, ça allait augmenter le niveau d'activité physique sur 24 heures parce que ça a amélioré la force puis la capacité fonctionnelle des gens et qu'ils allaient être en mesure de bouger plus dans la journée. Et c'est pas tout ça qui est arrivé dans le projet de recherche. Il y a plein de choses dans le projet qui ont fait en sorte que ça a mené à ça,
Puis là, je me dis, ah, ben si on changeait la méthodologie, on pourrait mieux observer, etc., etc. Mais là, il faudrait que je fasse un autre projet de recherche, puis pour essayer d'aller valider cette information-là, mon autre hypothèse. Donc, c'est ce principe lent-là de progression, d'essai-erreur. C'est super pas marketing et c'est super pas vendeur, mais c'est la seule façon qu'on a d'avancer sur des bases solides. L'autre chose qui est assez importante, c'est de comprendre que la science, ben, c'est pas toujours parfait. Merci Steve, bien d'accord, moi aussi je suis bien d'accord. Donc la science, c'est pas toujours parfait, c'est que la science ne fournit jamais des certitudes. C'est comme je disais, c'est des probabilités. Donc on veut essayer d'avoir la plus grande probabilité que quelque chose se passe. Mais fondamentalement, des statistiques, c'est pas une certitude que ça va produire. Et tu sais, j'entends souvent les gens qui disent tu peux faire dire n'importe quoi à des statistiques. Non. Tu peux interpréter des statistiques n'importe comment. Tu peux mal comprendre des statistiques. Ça, c'est hyper fréquent parce que c'est nébuleux, c'est complexe, c'est mystérieux des statistiques pour quelqu'un qui s'intéresse pas à ça. Et je vous dirais, quelqu'un qui s'intéresse aux statistiques, c'est inquiétant. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait des cours de statistiques, que ce soit au cégep ou à l'université. Moi, c'est à peu près les pires cours de ma vie. Là. Je saignais du nez à chaque cours. Là. Moi, passer 4 cours en moyenne, puis les quarts types, j'étais en train de mourir. Ben aujourd'hui, si j'avais à retourner à l'université, j'irais prendre des cours en statistique parce que je me rends compte que ma compréhension des statistiques, c'est ça qui me limite le plus dans ma compréhension de la science. Alors, ces statistiques-là, mais comme ça nous donne des probabilités, ben ça se peut que des fois, ça dise, ben les chances sont que l'entraînement en musculation, ça fasse gagner du muscle. Mais ça se peut qu'il y ait un autre article qui ait trouvé que les chances sont que l'entraînement en musculation, ça ne fasse pas gagner du muscle. Ça peut arriver. Alors là, on se dit, ben gars, tu peux faire dire n'importe quoi des statistiques. Ben non, la statistique, c'est pas blanc ou noir, c'est toujours une nuance de gris. Alors, c'est pour ça qu'en apparence, des fois, on peut vouloir dire différentes choses avec les mêmes statistiques, mais c'est bien souvent parce que les gens comprennent mal les statistiques et n'arrivent pas bien à saisir les subtilités. Puis je vous donne un exemple de ça, j'en avais déjà parlé précédemment, mais on regarde le nombre de pas que les gens vont faire en moyenne pour un pays. Fait que si on regarde en Amérique du Nord, au Canada, l'individu moyen fait 5000 pas par jour. On regarde au Japon, l'individu moyen fait aussi 5000 pas par jour. Fait que si tu regardes les statistiques, puis là tu dis ça, tu dis OK, ben, ils ont le même niveau d'activité physique, fait que la même moyenne, fait que c'est pareil. Ben non, c'est pas nécessairement pareil. Parce que tu peux avoir la même moyenne, mais avoir des comportements ou des valeurs totalement différentes qui composent la même moyenne. Je m'explique. On peut avoir des gens au Canada qui vont marcher 1000 pas par jour, puis d'autres 9000. Fait que disons, là, pour faciliter la compréhension, on split la population canadienne en deux. La moitié de la population canadienne fait 1000 pas par jour. Pas 1001, pas 999, 1000 pas. L'autre moitié fait 9000. Fait qu'on s'entend qu'on a la moitié de la population qui fait un certain niveau d'activité physique, puis l'autre moitié qui en fait vraiment pas mal moins. C'est très, très différent. La moyenne est à 5000. On regarde les Japonais, la moyenne est à 5000 aussi. Fait que tu te dis, ben Canada, Japon, c'est la même chose en termes d'activité physique. OK, on va regarder ça. Bien, au Japon, la moitié de la population fait 4999 pas en moyenne, puis l'autre moitié fait 5001 pas en moyenne. Fait que ça fait, tu sais, fait qu'on a deux moitiés de population, une à 5001, une à 4999. Quand tu combines les deux, ça fait 5000 pas de moyenne. Fait que le Canada et le Japon, c'est pareil. Ben, regarde, la moyenne, c'est la même chose. Ben oui, mais c'est deux populations complètement différentes. Ils font vraiment un profil d'activité physique qui est vraiment différent. Fait que ça pourrait être tellement différent que ben, le taux d'obésité au Canada pourrait être beaucoup plus important qu'au Japon. Et on pourrait dire, ben, c'est pas l'activité physique le problème de l'obésité, parce que ben, les Canadiens et les Japonais font autant d'activité physique. Non, c'est pas vrai. Ça se peut que l'activité physique soit le problème parce que il y a des écarts beaucoup plus grands au Canada qu'il y en a au Japon. Alors pour ça, ben, il faudrait regarder les statistiques un peu plus loin que la moyenne, il faudrait regarder l'écart type, il faudrait regarder les coefficients de variation. Donc il faut pousser un petit peu plus pour bien comprendre. Et c'est ça qui devient
super, super important. Puis quand moi je vois des choses, des conclusions certaines, là, par exemple, les gens vont dire travailler assis augmente le taux de mortalité. OK. Ou encore, rendre ça encore plus sexy, travailler assis tue. Oh boy, OK. Ben attends, faut aller regarder, c'est quoi les probabilités, c'est quoi les valeurs, est-ce que moi, le fait que je travaille assis, ça me tue ou ça augmente mon risque de mortalité? Donc, c'est toutes des petites subtilités que, je reviens à un des premiers points, sensationnalisme puis sursimplification, peut faire en sorte que, ben, on tombe dans le panneau puis, ben, on conclut des mauvaises affaires. Euh, L'autre élément, c'est assez important, puis ça me fait un petit peu mal au cœur de parler de ça, mais c'est les articles scientifiques. Donc, quand on va les lire, il y a une façon d'aller lire les articles scientifiques, et malheureusement, parce que c'est pas toujours accessible, on va parfois juste lire l'abrégé, l'abstract. Fait que c'est vraiment le résumé de l'article. Puis on va lire ça, puis on va dire, OK, ça commence introduction, après ça, méthodologie. Bon, méthodologie, je passe ça. Résultat, je regarde un peu le résultat. Puis discussion, conclusion, je vais voir qu'est-ce qui conclut. Ben, moi, c'est pas rare, là, que j'ai lu des abrégés, j'ai lu la conclusion, j'étais allé lire l'article, puis j'ai réalisé que la conclusion était complètement erronée, que ce qu'il y avait dans l'abrégé, la conclusion qu'il y avait là, c'était l'interprétation des résultats de l'auteur et c'était pas appuyé sur une analyse robuste de la situation. Mais vraiment, là, fait que tu te dis, ben voyons donc, ça a été publié et si je fais juste lire l'abrégé, moi je pars avec une information, puis elle est fausse. Elle est fausse parce que quand je vais lire l'article dans le détail, c'est pas ça que ça dit. Et vraiment, là, j'ai deux, trois articles en tête, là, c'est flagrant, là. Ils vont tirer des conclusions, puis dans l'abstract, puis c'est pas les conclusions qu'on peut tirer de l'article. Alors ça, malheureusement, ben, on n'a pas toujours accès. C'est de moins en moins vrai. Hein. Il y a de plus en plus d'accès maintenant libre aux publications scientifiques. Je ne suis pas certain qu'il y a plus de gens qui vont les lire. Ouais, souvent payant si on veut en savoir plus, puis c'est cher. Hein? Moi, aller lire un article scientifique, là, des fois payer, l'article, il y a 6 pages, ça va coûter 56$ US pour avoir un accès, mettons, 24 heures à l'article. Là, fait que c'est difficile. Moi, ce que je vous suggère beaucoup pour ça, c'est Google Scholar. Ça fait un bon travail, entre autres, pour trouver les versions PDF qui sont disponibles. Donc, vous avez un petit micro-logiciel que vous pouvez installer dans votre navigateur Chrome, Edge, etc., qui est Google Scholar. Puis, ce que vous faites, c'est que vous surlignez dans votre navigateur le titre de l'article scientifique et vous appuyez sur le petit icône Google Scholar dans votre navigateur, puis il va chercher si l'article est disponible en PDF à différents endroits. Donc, ça peut vraiment être intéressant, ça. Là, des fois, on sauve des sous puis on a accès à l'information. Mais même une fois qu'on a accès à l'article complet, ce qui est vraiment critique, les deux parties les plus importantes sont la méthodologie et les résultats. C'est ça qu'on doit vraiment s'attarder à lire et à essayer de comprendre. Et c'est pas toujours facile, ça j'en conviens, mais si vous n'arrivez pas à comprendre la section résultats et la section méthodologie, vous ne pouvez pas accepter la conclusion ou la discussion que les auteurs font. Pourquoi? Parce que ça, c'est se remettre aux autres pour comprendre des chiffres. C'est je me remets totalement dans les mains des auteurs pour me dire qu'est-ce qu'il faut que je pense de leur étude. Et ça, je vous le dis, puis il faut descendre les chercheurs de leur piédestal. C'est pas parce que tu es sur un article scientifique que tu es compétent, que tu es intelligent, ça n'a rien à voir. C'est parce que tu fais un bon travail, tu fais une bonne analyse, que tu es compétent. Alors, on ne peut pas, et puis ça, c'est un effet assez pervers là, de la recherche. Puis, tu sais, exemple, moi, j'ai une petite anecdote. J'essayais de travailler avec des médecins pendant plusieurs années avant que je finisse mon doctorat. Fait que j'appelais dans différentes cliniques médicales, puis je me faisais jamais rappeler. Et à un moment donné, j'ai eu mon doctorat. Fait que j'ai un adjoint administratif qui dit est-ce que je peux prendre le message. Fait que je dis oui. Vous pouvez dire au médecin un tel de rappeler Maxime Saint-Onge, PhD ou docteur en sciences de l'activité physique. Et là, j'avais un taux de rappel, je me faisais rappeler presque tout le temps.
mais parce que j'avais pas de PhD, 2 semaines avant, mettons, là, je me faisais pas rappeler. Fait que on a un effet là, d'émerveillement. Là. Si quelqu'un a publié un article scientifique, c'est qu'il est intelligent. Moi, j'ai travaillé de l'autre côté de la médaille. Là. J'ai vu des gens publier. Je connais des gens qui publient. Je connais des gens qui publient du n'importe quoi. Je connais des gens qui publient des affaires qui font pas de sens. Fait que c'est pas parce que c'est publié que systématiquement c'est bon que c'est pas foolproof. Puis il y en a qui vont même dire oui, mais l'article a été publié et a été révisé par d'autres gens, puis après ça, il a été accepté pour publication. D'habitude, ça filtre. D'habitude, ça fait un bon travail. Mais, je vous donne un exemple. Moi, mon directeur de recherche, il en recevait des demandes de révision d'articles à la tonne. Alors, je venais de finir ma maîtrise et il me donnait systématiquement tous les articles qu'il y avait à réviser. Il me les donnait, puis il fallait que moi, j'y révise. Fait que l'article était révisé non pas par un éminent chercheur dans le domaine de l'obésité, mais par un étudiant en première année de doctorat qui n'avait pas beaucoup d'expérience. Fait que moi, je pouvais passer à côté de bien des affaires. Puis si lui, il avait le malheur de ne pas repasser après moi sur ma critique de l'article, bien, ça se pouvait qu'un article soit publié alors que c'était de la foutaise, juste parce que moi, je n'avais pas les connaissances pour bien comprendre. Alors, c'est pas parce que c'est publié que c'est bon, c'est pas parce que c'est publié que c'est vrai, et c'est pas parce que c'est publié que c'est bon, que c'est bien fait, que ça nous donne une certitude. Ça nous donne encore une probabilité. Alors, c'est criant dans le milieu du fitness parce que je vous dirais que les gens du domaine du fitness ont juste assez de connaissances pour savoir que c'est quoi la science, c'est l'importance des articles scientifiques, mais trop souvent, ils n'ont pas assez de connaissances pour être en mesure de critiquer ou d'utiliser convenablement la science. Fait que c'est pas qu'ils sont pas fins, c'est pas qu'ils sont pas intelligents, c'est juste que c'est un champ d'expertise qu'ils ont peut-être pas et ils vont interpréter des choses à tort. Encore une fois, c'est pas qu'ils sont de mauvaise foi, là, ils veulent vraiment bien faire, ils veulent vraiment aider les gens, mais parce qu'ils n'ont pas une bonne compréhension de la chose, ben, ils vont vraiment conclure des erreurs. Puis j'ai eu plusieurs arguments avec des gens, j'essayais de leur dire, où tu prends ça? Puis là, les gens m'envoyaient un article, je lisais l'article, et c'est pas du tout ça la conclusion que c'était. Fait que je dis, mais comment tu fais pour conclure ce que tu me dis à partir de cet article-là? Il dit, oui, regarde, là, dans l'introduction au début, le troisième paragraphe, il parle de ça. Ben oui, mais il parle d'un autre article qui faisait référence à ça. Leur article, c'est pas ça que ça vérifie. Alors, tu as été lire l'autre article. Non, je ne l'ai pas lu. Mais tu sais, si ces chercheurs-là ont dit ça, là, c'est le jeu du téléphone, là. Ça ne marche pas et vous seriez vraiment, vraiment surpris. Moi, plein de fois, je suis allé vérifier des références. Des gens qui mettaient, mettons, puis ça, moi, ça me fait rire, là. Il y a des gens qui vont écrire un article de blog et là, il y a 200 articles en référence. Tu dis, s'il y a 200 articles, c'est que c'est solide, c'est que c'est bon. Moi, dans ce temps-là, je m'en vais, je descends, j'en prends un au hasard, puis je vais essayer de le trouver. Puis je vais le lire. Et le nombre de fois que je vais lire ça, et que ça ne parle pas du tout de ce en quoi c'est cité, genre en flexibilité. Un exemple de ça, là, j'entends pour la flexibilité, là, la flexibilité puis mot de dos. Exemple, tu vas avoir des gens qui vont citer un article, puis l'article a regardé même pas l'entraînement en flexibilité sur les maux de dos, ça a regardé différents paramètres de santé ou de fitness avec les maux de dos, puis les gens ont conclu que la flexibilité devait être là-dedans. Écoute, c'est super important d'aller vérifier les sources. Puis moi, j'en revenais pas. J'avais déjà eu un argument avec quelqu'un qui me disait oui, tel produit c'est toxique, ça a été démontré, puis ça devrait être banni, puis etc. Fait que je m'en vais lire l'article qui donne en référence pour ça. Puis l'article, ça parle zéro de ça. Tellement que je me suis dit, il s'est trompé. J'ai dit, tu peux-tu me renvoyer le lien pour l'article? J'ai pas le bon. Il me l'a renvoyé et ça parlait pas du tout de ça. Fait que je pose la question. Je dis, l'article que tu m'as envoyé, ça parle pas là, de l'effet d'un pesticide là, sur le cancer. Il dit, oui. Je dis, non, mais dis-moi c'est où? Je vois même pas le nom du pesticide dans l'article. Je vois pas c'est où, ça parle pas de ça. Ça parle justement du choix d'engrais pour telle affaire, mais il n'y a aucun lien avec les pesticides. Puis la personne a lu, elle a dit, finalement, ça ne devait pas être dans celui-là, mais je l'ai quelque part d'autre. OK, tu peux-tu me l'envoyer? J'aimerais ça le voir. Puis j'ai jamais eu de nouvelles. Fait que, tu sais, déjà là, tu te dis, je suis sûr que la personne n'est pas mal intentionnée,
Mais elle a peut-être sauté trop rapidement aux conclusions, été trop vite, et c'est vraiment, vraiment facile. Puis on traîne toujours aussi un bagage émotif. Je reviens avec le cherry picking. Si on veut trouver des articles qui nous confortent dans ce qu'on pense, ben ça fait pas bon ménage, si on veut, avec la progression du savoir. Puis c'est vrai dans tout. J'ai souvent reproché, par exemple, au milieu de la naturopathie, de ne pas utiliser assez l'approche scientifique pour valider ce qu'ils font, pour démontrer ce qu'ils font. Puis j'ai souvent reproché à la médecine traditionnelle de faire de la mauvaise science contre la naturopathie. Parce que c'est pas parce qu'on fait une étude qui démontre que, je vais donner un exemple, que l'homéopathie ne fonctionne pas. J'ai eu un groupe, j'ai testé quelque chose en homéopathie, ça n'a pas marché. Je ne peux pas conclure que l'homéopathie ne fonctionne pas. Je peux conclure que je n'ai pas été capable de démontrer que ça fonctionne. Moi, je l'ai testé, j'ai vérifié, ça n'a pas donné d'effet. Donc, moi, j'ai pas été capable de démontrer que ça fonctionnait, mais je n'ai pas démontré que ça ne fonctionne pas. C'est pas la même chose. Fait que quand il y a des médecins qui vont dire « Ah non, l'homéopathie, ça ne marche pas », OK, bien, sur quoi tu te bases? Ah, il y a une étude qui a essayé puis ça n'a pas marché. Bien, moi, je peux te sortir plein d'études qui ont essayé des traitements contre le cancer puis ça n'a pas marché. Puis les traitements contre ce cancer-là sont encore utilisés. Pourquoi? Bien, il y a d'autres études qui ont démontré que ça marchait. Donc, c'est pour ça que des deux côtés, je trouve qu'on fait un mauvais usage de la science. Par exemple, en naturothérapie, on évite. Moi, j'ai eu des naturopathes qui me disaient « Ah, bien, la méthode scientifique, ça ne marche pas avec nous autres. On ne peut pas démontrer notre efficacité parce qu'il y a trop de choses. » Bien, c'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile, mais oui, c'est faisable avec la méthode scientifique de démontrer que différentes approches alternatives peuvent fonctionner ou non. Puis le reproche à la médecine traditionnelle de dire, ben écoutez, là, la science, c'est pas des certitudes. Fait qu'on se ferme des portes quand on fait ça, on ferme le dialogue, puis au final, ça empêche l'avancement des connaissances là, de part et d'autre. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, j'ai encore un petit peu de temps. Je ne m'attends pas à une trollée de questions là-dessus. Je dirais que pour ce balado-là, je me suis fait plaisir. Ça me tentait de parler de science pour passer le message que c'était complexe. C'est pas, je suis conscient que c'est pas populaire. Ça sera pas le balado le plus téléchargé et le plus commenté ou encore qui a le plus de likes. C'était pas le but. Mon but, c'était juste de mettre le message out there, donc de lancer ça, de dire la science, ben voici un petit peu ce à quoi ça ressemble, sans prétention, puis sans voir le panache de dire moi je suis un scientifique puis je connais ça. Moi je m'intéresse beaucoup à la science puis j'aimerais ça connaître ça plus. Malheureusement, avec mon quotient intellectuel, je ne serais pas capable de connaître tout au niveau de la science puis de l'appliquer pleinement. Mais c'est quelque chose qui est fascinant, puis c'est quelque chose qui est super utile. Et c'est surtout quelque chose que je pense qu'on gagnerait comme intervenant à incorporer plus dans notre pratique. Donc, moi, j'ai commencé à faire une approche plus d'intervention, de projets randomisés. Au niveau d'intervention avec des clients, de dire, ben, je vais embarquer 8 clients sur le même entraînement, puis je vais observer qu'est-ce qui se passe. Puis je vais documenter, puis je vais voir qu'est-ce qui est efficace, puis pourquoi ça ne marche pas. Donc, versus de donner quelque chose, puis de ne pas compiler de données. Fait que Maxime fait Alexandre qui dit, fait que Maxime fait des programmes qui marchent le plus de temps des fois. Je dirais que, puis en toute humilité, là, en entraînement, plus souvent qu'autrement, ce que je fais comme intervention, ça marche moins que je pensais ou ça marche pas. Je me trompe plus souvent que j'ai raison quand je vais faire des plans d'entraînement. Puis ça, je peux prendre une partie du blâme, je pourrais mettre le blâme sur les gens, mais il y a plein de variables qu'on peut contrôler, qu'on ne contrôle pas nécessairement, puis d'autres qu'on ne contrôle pas. Qui peut avoir des impacts. Fait que, oui, Alexandre, moi, j'ai pas honte à dire que j'ai plein d'interventions que j'ai mises en place qui ne fonctionnent pas. Je ne suis pas prêt à dire que sont toutes de ma faute si ça n'a pas marché, par exemple. Fait que Jonathan, il faut aussi que les recherches que tu fais pour partager versus les recherches de Poliquin. Ben, écoute, moi, les recherches de Poliquin, je le bâcherai pas. Le bonhomme est décédé, fait il ne peut pas se défendre, fait que ça ne donnerait rien de le bâcher. Il n'y a pas d'intérêt à le bâcher parce que, ben, c'est ça, il ne peut pas se défendre. Fait que il n'y a pas d'argumentaire possible. Mais
sais, je suis sûr qu'il en a compilé des données. Puis le reproche que j'ai pu faire à Paul 15, c'est l'obscurantisme un petit peu, c'est-à-dire que c'est opaque ce qu'il fait. Il mentionne qu'il a fait des études, il a colligé des données, parfait, qu'il a analysé ça, puis que sa méthode fonctionne. Ça se peut que ça fonctionne. Ça se peut que ça fonctionne super bien, mais moi j'aimerais comprendre, donc j'aimerais voir comment il est arrivé à ces conclusions-là. Fait que si je peux voir ça, puis le meilleur exemple, c'est la biosignature. Pendant des années, je l'ai talonné, du temps que c'était lui qui s'occupait de la biosignature, pour voir, ben, est-ce qu'ils ont collecté des données, des dosages sanguins au niveau des différentes hormones, puis des plis cutanés, et qui ont observé juste des corrélations. À la base, juste ça, de dire, ben, on observe que ceux qui ont un niveau de testostérone élevé ont un pli du mollet qui est plus bas. Exemple. Juste, j'aurais aimé ça voir ça parce que il y a un article de mémoire scientifique que j'avais trouvé qui associait des plis cutanés avec certaines hormones. Puis dans cet article-là, il avait trouvé qu'il n'y avait pas de relation. Fait que moi, j'étais curieux de voir les données. J'ai jamais pu voir ça. Je peux pas dire qu'il y en a, qu'il n'y en a pas, mais ça aurait été super intéressant de voir ça. Et ensuite, ça aurait été intéressant de faire un essai randomisé pour voir si on modifie les hormones, est-ce que les plis cutanés sont suffisamment sensibles, exemple, pour détecter ce changement-là. Parce que ça serait super intéressant si effectivement il y avait une relation, parce que ça évite une prise de sang. Donc, c'est beaucoup moins coûteux de prendre un pli cutané de mollet, abdominal, sous-scapulaire, etc., que d'aller faire une prise de sang puis doser pour plein d'hormones. Fait que, si on avait des données là-dessus, puis si elles étaient diffusées, si on pouvait voir la méthodologie, les résultats, ça serait super intéressant, puis ça ferait avancer tout le monde. À ma connaissance, ces données-là ne sont pas accessibles, fait que c'est dommage, fait que ça rend difficile de critiquer, de dire c'est-tu bon, c'est-tu pas bon, mais il n'y a pas de données. Il y en a des tonnes d'exemples comme ça. Fait que faut être fair, ça se peut que ça fonctionne, mais comme on ne peut pas voir pourquoi, mais on ne peut pas vraiment se prononcer là-dessus. Fait que c'est ça qui est triste, mais il faut s'efforcer, je pense, de rester ouvert puis à l'écoute de ça parce que moi j'ai eu beaucoup d'expérience avec, je stéréotype, mais avec Joe Jambon. Joe Jambon, des fois, qui disait des affaires dans le gym, puis il disait ah, ben, place-toi de même, puis ça pogne plus dans le lat. Puis là, j'étais là, qu'est-ce qu'il dit Joe Jambon? Voyons donc, c'est niaiserie de poignée, puis de largeur de coude, puis c'est du n'importe quoi. Puis genre 10 ans après, il y a une étude qui a fait une mesure en électromyographie, puis qui effectivement, ça a validé ce que Joe Jambon disait. Joe Jambon, il n'avait aucune idée c'était quoi de l'électromyographie, mais il y a des chercheurs qui ont dit, ben voici, on va valider ce que Joe Jambon dit, puis calvaire, ça faisait du sens. Fait que c'est ça qui est important. Ça ne veut pas dire que tout ce que Joe Jambon dit, ça fait du sens. Ça veut dire que pour dire que ça ne fait pas de sens puis que c'est un tatan, il faut le démontrer. Puis on ne peut pas démontrer que c'est un tatan, mais on peut peut-être démontrer que, ah, ben nous, on n'observe pas ça. Fait que toi, Joe, qu'est-ce que tu peux présenter comme argument pour nous montrer que ça fonctionne? Fait que c'est ça. Puis il faut que ça soit reproductible, puis c'est exactement ça, Jonathan. Puis malheureusement, puis ça c'est un gros défaut de la communauté scientifique, reproduire des résultats. Il n'y a pas grand monde qui veut faire ça parce que tu ne peux pas publier dans des grosses revues scientifiques. Donc, c'est moins intéressant pour un chercheur de reproduire quelque chose qui a été fait. C'est mieux d'innover et de présenter quelque chose de nouveau. Fait que les chercheurs vont surtout chercher à faire de la nouveauté. Moi, je voulais faire un article, pour mon projet de doctorat, je voulais reproduire quelque chose. Puis on m'a dit, oublie ça, tu publieras nulle part, tu n'auras pas de subvention, tu n'auras pas d'argent. Alors, la communauté scientifique dit que c'est super important que les résultats soient reproduits en quelque part, ailleurs. C'est essentiel. Malheureusement, on n'encourage pas ça. Fait que c'est un gros pépin là, pour ça. Là. Fait que ça, c'est une grosse faille. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, écoutez, je ne vous inviterai pas à liker ce balado-là. Je ne vous inviterai pas à le partager non plus parce que je pense que vous allez perdre des amis sur Facebook là, ou YouTube ou Periscope. Là. Fait que ça restera entre vous et moi là-dessus. Moi, j'ai bien aimé ça, parler de ça. J'espère que ça a été utile. J'espère que ça a éveillé quelque chose ou que ça a confirmé certaines choses. Là. Fait que moi, je suis confiant de la pertinence de ça. Puis je pense qu'on ne parle pas assez de science, puis on ne l'explique pas assez, on ne la comprend pas assez. Puis ça faciliterait donc bien des affaires, puis on avancerait
pas mal plus si on arrivait là, justement à mieux comprendre ça puis mieux appliquer la méthode scientifique là, au quotidien de nos interventions. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée, puis n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez des suggestions de thèmes, de sujets. Je pense que c'était Mélanie qui m'avait suggéré, je ne suis pas sûr, cannabis, là, je l'avais parlé la semaine passée. Je travaille là-dessus, j'ai fait ma revue de littérature, là, j'ai trouvé mes articles intéressants, là, fait que je suis en train de fouiller CBD, cannabis, etc. Fait que ça s'en vient là, aussi comme article. Alors sur ce, je vous souhaite une super bonne soirée. Puis ben, on se voit la semaine prochaine.